Je m'appelle Vanessa, j'ai 32 ans, et ma belle-sœur m'a dit que j'étais trop banale, trop le souvenir déprimant de la première erreur de son père, pour être autorisée à son mariage de conte de fées. Elle voulait que je disparaisse. Ce sur quoi elle n'avait pas compté, c'est que non seulement j'assisterais à son mariage, mais que je me l'approprierais. Elle voulait l'allée parfaite à remonter, une entrée grandiose dans sa nouvelle vie, un fantasme auquel elle pensait avoir droit. Alors, j'ai décidé de lui donner exactement ce qu'elle méritait. Le seul problème pour elle, c'est que c'est moi qui ai descendu cette allée la première, tenant le titre de propriété de son château de conte de fées, juste avant de la faire escorter hors de ma propriété. C'est drôle, n'est-ce pas? Comme les gens qui vous croient insignifiante sont toujours les plus choqués quand vous leur prouvez que vous ne l'êtes pas. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Les racines de cette plante vénéneuse particulière remontent à loin, à l'époque où j'avais 8 ans et où mon père, Richard, a épousé Brenda. J'étais la fille calme et passionnée de lecture de son premier mariage, un symbole vivant et respirant d'un chapitre qu'il cherchait désespérément à clore. Et Brenda, avec sa chevelure parfaitement coiffée et son sourire acéré comme un couteau, est arrivée avec sa propre fille, Chloé, qui avait 6 ans. Dès le premier jour, l'ordre du nouveau monde était clair. Brenda était la reine, Chloé sa princesse chérie, et j'étais la souillon de leur grande épopée. Mon père, un homme perpétuellement terrifié par les conflits et noyé dans la culpabilité, est devenu le bouffon de la cour et le financier royal, son seul but étant de contenter sa nouvelle reine. Il appelait ça « maintenir la paix ». J'appelais ça une lente et quotidienne reddition. La première vraie leçon de ma nouvelle vie est survenue lors de mon 9e anniversaire, que j'ai été forcée de partager avec Chloé, puisque son anniversaire n'était qu'une semaine plus tard. Ma grand-mère, la mère de ma mère, m'avait offert une magnifique et délicate boîte à musique en porcelaine qui jouait un air de mon ballet préféré. Je l'adorais. Chloé, cependant, a reçu un poney. Un vrai poney vivant, que mon père et Brenda avaient fait attendre dans le jardin. Bien sûr, tous les enfants, fascinés, ont abandonné ma fête pour s'attrouper autour du poney. Plus tard, j'ai trouvé Chloé dans ma chambre, tenant ma boîte à musique. Elle m'a regardée avec un sourire narquois, ses yeux brillants d'une malice bien trop vieille pour une enfant de 7 ans, et l'a laissé tomber. La ballerine de porcelaine s'est brisée sur le sol. Quand j'ai pleuré, Brenda est intervenue, a serré dans ses bras une Chloé en larmes, qui prétendait que je l'avais poussée, et a dit à mon père que je devais apprendre à partager mes affaires et à maîtriser mon caractère. Mon père, évitant mon regard, a simplement hoché la tête et m'a dit de m'excuser. La boîte à musique cassée a été balayée, tout comme ma conviction que l'équité avait sa place dans notre maison. Ce fut une longue et lente éducation à l'invisibilité, à voir ma valeur déterminée, puis rejetée par des gens qui étaient censés prendre soin de moi. J'ai appris à construire mon propre monde dans ma tête, un endroit où la compétence comptait et où la justice n'était pas qu'un mot dans un livre de contes. Je suis devenue la bonne fille, la responsable, l'élève qui n'avait que des A. Je ne le faisais plus pour leur approbation, je le faisais pour moi, comme un acte de rébellion silencieux. Je deviendrais si autosuffisante, si capable, qu'un jour je n'aurais tout simplement plus besoin d'eux. Et pendant tout ce temps, Chloé traversait la vie sur un nuage d'indulgence, chacun de ses caprices satisfaits, chacune de ses cruautés redéfinie comme une charmante excentricité. Elle était le soleil, et on attendait de moi que je sois une lune pâle et oubliée, là uniquement pour refléter sa lumière et la faire briller plus fort. C'était une dynamique qu'ils cultivaient tous, une histoire familiale qu'ils se racontaient encore et encore. La brillante et belle Chloé et sa belle-sœur banale et sérieuse. Ils n'avaient aucune idée que la sérieuse prêtait une attention très, très particulière. Ils n'avaient aucune idée que chaque affront, chaque rejet, chaque acte de cruauté désinvolte était archivé, non pas comme un grief, mais comme une donnée. J'apprenais à connaître mon ennemi, j'apprenais leurs faiblesses, leur arrogance, leur profonde et fatale sous-estimation de la fille tranquille dans son coin. Cette dynamique s'est solidifiée et envenimée tout au long de notre adolescence, devenant un cours magistral de guerre psychologique dont j'étais la seule et involontaire élève. Tandis que je m'enfermais dans ma chambre pour étudier en vue de mes examens avancés et gérer méticuleusement un travail à temps partiel pour économiser pour l'université. Chloé cultivait son empire social.
Elle était la reine de son lycée, un règne bâti sur l'argent de sa mère, et une cruauté désinvolte et stupéfiante. Elle a appris à utiliser les gens comme des accessoires et à les jeter tout aussi facilement. J'existais dans son orbite comme un repoussoir commode, la photo, avant, de son après. Un incident est gravé dans ma mémoire avec la clarté d'une blessure fraîche. C'était notre avant-dernière année de lycée. J'avais passé 6 semaines sur un devoir d'histoire sur l'impact économique de la route de la soie, un sujet que je trouvais vraiment fascinant. J'y ai mis tout mon cœur. Des nuits tardives à la bibliothèque, des citations soignées, une analyse originale. J'en étais fière. La veille de la date limite, Chloé a eu une crise, son propre devoir d'histoire. Quelque chose qu'elle avait bâclé en 1 heure sur un sujet qu'elle ne pouvait même pas prononcer, était, selon ses mots, un désastre total. Elle est venue dans ma chambre, de fausses larmes coulant sur son visage, une performance digne d'un Oscar. Elle m'a supplié de juste voir mon devoir pour inspiration. Je savais que c'était une mauvaise idée. Chaque instinct criait non. Mais alors mon père est apparu à l'embrasure de la porte, son visage marqué par ce regard familier et suppliant. « Vanessa, aide juste ta sœur. Tu es si douée pour ça. C'est ce que fait la famille. » Le chantage affectif était si épais qu'on pouvait s'étouffer avec. À contre-cœur, je lui ai donné une copie imprimée, lui faisant promettre que c'était juste pour la structure. Le lendemain, j'ai rendu mon devoir. 2 jours plus tard, j'ai été convoquée dans le bureau du proviseur, où m'attendait mon professeur d'histoire et un administrateur au visage sévère. Sur le bureau se trouvaient 2 devoirs, le mien et celui de Chloé. Ils étaient presque identiques. Chloé, cependant, avait rendu le sien en premier, en ligne, la nuit précédente. Elle avait retapé tout mon devoir, changeant quelques mots ici et là, et l'avait revendiqué comme le sien. Le professeur, qui avait toujours loué mon travail, me regarda avec une profonde déception. Chloé fut appelée, et elle livra la performance de sa vie. Elle pleura, affirmant que j'avais toujours été jalouse d'elle, que j'avais dû pirater sa messagerie pour voler son travail parce que j'étais désespérée d'avoir de bonnes notes. C'était si audacieux, si complètement à l'envers, que j'en suis restée muette de stupeur. Brenda fut appelée. Elle arriva comme une valkyrie, défendant l'honneur de sa fille, suggérant que j'agissais ainsi à cause d'une vie de famille difficile, due au divorce. Mon père, quand il arriva, avait simplement l'air fatigué. Il se tordit les mains et dit « Les filles ont un esprit de compétition. Je suis sûre que tout cela n'est qu'un malentendu. » Il n'y eut aucune défense pour moi. Face à leur front uni, ma vérité silencieuse n'avait aucune chance. J'ai eu un 0 pour le devoir et 1 semaine de retenue pour malhonnêteté académique. Chloé a reçu un A. Ce soir-là, j'ai entendu Brenda au téléphone, en train de rire. « Elle est si maligne, » dit-elle, parlant probablement de Chloé. « Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. » C'est à ce moment-là que j'ai cessé de voir mon père comme une victime de la manipulation de Brenda et que j'ai commencé à le voir comme un collaborateur consentant. Il ne maintenait pas la paix, il me sacrifiait pour l'atteindre. Mon alliée, ma meilleure et unique véritable amie Sarah, était furieuse. « C'est de la folie, Vanessa. Tu dois le dire à quelqu'un. Le proviseur? L'inspecteur d'académie? » Mais je savais que c'était inutile. C'était ma parole contre la leur. Et leur histoire était celle que tout le monde était déjà conditionné à croire. Alors, j'ai accepté la punition. Je suis allée en retenue. J'ai enduré les chuchotements dans le couloir. Et j'ai appris une leçon très précieuse. Une confrontation directe avec un menteur est une partie perdue d'avance, surtout quand les juges sont déjà partiaux. On ne gagne pas en criant la vérité plus fort. On gagne en changeant complètement les règles du jeu. Nos chemins ont radicalement divergé après le lycée, mais le récit qu'ils avaient construit pour nous est resté fermement en place. Chloé, naturellement, est allée dans une université privée prestigieuse et extrêmement chère dans un autre État, un déménagement entièrement financé par la 2e hypothèque de mon père sur la maison. Elle s'est spécialisée en communication, ce qui semblait principalement consister à assister à des fêtes à thème et à cultiver une impressionnante audience sur Instagram. Ces étés étaient consacrés à de somptueux voyages d'études en Europe. Mon parcours fut nettement moins glamour. J'ai fréquenté l'université d'État, vivant dans une chambre de dortoir exiguë et travaillant 30 heures par semaine dans un café du campus pour couvrir ce que mes modestes bourses d'études ne couvraient pas. Je me suis spécialisée en finance et en économie, des matières que j'aimais pour leur logique et leur ordre, pour le simple fait que les chiffres ne mentent pas. Pendant que Chloé apprenait à réseauter,
J'apprenais à analyser un bilan. Pendant qu'elle construisait une marque, je construisais un portefeuille, prenant la petite somme d'argent que ma grand-mère m'avait laissée et faisant des investissements prudents et stratégiques. Je n'en ai jamais parlé à ma famille. Mes succès étaient les miens, un jardin secret que je cultivais en privé. Pour eux, j'étais toujours la bonne vieille et ennuyeuse Vanessa, travaillant dans un quelconque emploi de chiffres. Les réunions de famille pendant les vacances étaient des exercices d'endurance. Je conduisais les 2 heures de retour à la maison, me préparant à l'inévitable interrogatoire et comparaison. Chloé tenait salon dans le séjour, régalant tout le monde avec les récits de sa vie fabuleuse, lâchant des noms de créateurs et parlant de ses amis influents. Brenda la regardait, rayonnante de fierté, tandis que mon père hochait la tête, son visage un masque de joie manufacturé. Mes contributions à la conversation étaient toujours accueillies avec une inclinaison de tête condescendante. « Oh, Vanessa, tu travailles toujours dans cette banque ?» demandait Chloé, son ton impliquant que je comptais personnellement des centimes dans un coffre-fort poussiéreux. Ça a l'air. Stable. Stable était son mot de code pour pathétique. La condescendance était une présence physique dans la pièce. Je portais une tenue parfaitement jolie et professionnelle d'un grand magasin, et Chloé, drapée dans quelque chose qui coûtait plus cher que mon loyer, disait « Oh, ma chérie, il faut qu'on t'emmène faire du shopping. Tu mérites de te faire plaisir. » Ce n'était jamais une offre sincère. C'était une déclaration publique de mon infériorité, une façon de renforcer son statut de princesse bienveillante et stylée et le mien de paysanne démodée et ignorante. Mon père se contentait de glousser et de dire « Allons, allons les filles », comme si nous étions 2 enfants qui se chamaillaient pour un jouet. Il ne m'a jamais défendu une seule fois. Il n'a jamais dit une seule fois. Vanessa est une analyste financière brillante qui est complètement autosuffisante et nous sommes incroyablement fiers d'elle. Reconnaître mon succès aurait été perturber le récit, suggérer que mon chemin tranquille et diligent était tout aussi valable, sinon plus, que celui, bruyant et coûteux, de Chloé. Et c'était une vérité que leur fragile écosystème familial ne pouvait supporter. Alors je souriais, d'un sourire serré et poli qui n'atteignait pas mes yeux, et je les laissais avoir leur histoire. Je mangeais mon dîner, répondais à leurs questions machinales, et partais dès que je le pouvais, le sentiment de leur jugement s'accrochant à moi comme une pellicule. En rentrant chez moi, je parlais à Sarah au téléphone, qui se mettait en colère pour moi. « Je ne sais pas comment tu fais, » disait-elle. Je lui aurais déjà jeté une dinde à la tête. Et je disais simplement « Ça n'en vaut pas la peine. Ils n'en valent pas la peine. » Mais au fond de moi, une petite partie froide de mon être tenait les comptes. J'apprenais que le plus grand pouvoir qu'ils avaient sur moi était mon désir de leur approbation. Le jour où je cesserais vraiment de le vouloir serait le jour où je serais enfin libre. Puis vint Marc. Il était, en apparence, un gars parfaitement gentil, beau d'une manière conventionnelle, ayant réussi dans une entreprise familiale dont il était sur le point d'hériter, et complètement, totalement fou de Chloé. Il ne la voyait pas comme la personne manipulatrice et pleine de droits qu'elle était, mais comme la femme éblouissante et confiante qu'elle prétendait être. Il devint son plus grand complice, le miroir qui lui renvoyait sa propre image de soi démesurée. Leurs fiançailles furent, bien sûr, un spectacle extravagant. Marc la demanda en mariage sur un yacht privé au coucher du soleil, un moment que Chloé diffusa en direct à ses milliers de followers. La bague était un caillou de la taille d'une petite planète. L'annonce à la famille fut faite lors d'un dîner somptueux dans le restaurant le plus cher de la ville, un endroit que je pouvais maintenant techniquement me permettre, mais où je n'irais jamais par principe. Chloé était incandescente, brandissant sa bague comme une arme. « J'obtiens enfin mon « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », déclara-t-elle, ne regardant pas Marc, mais sa mère. L'organisation du mariage commença instantanément et avec une intensité terrifiante. Ce n'était pas une célébration de l'amour, c'était une campagne militaire avec Chloé comme générale 5 étoiles. Les mots d'ordre étaient « conte de fées »,« exclusif » et « inoubliable ». Aucune dépense ne devait être épargnée, aucun détail trop petit pour son attention obsessionnelle. Mon père, bien sûr, payait une partie importante de la facture, un fait que Brenda rappelait constamment à tout le monde, comme s'il s'agissait d'un acte de profonde générosité plutôt que de l'accomplissement du droit de Chloé depuis sa naissance. J'essayais de garder mes distances, offrant des félicitations polies et non engageantes, puis tentant de me fondre dans le décor. Mais Chloé ne le permit pas. Elle avait besoin de son public, et, plus important encore, elle avait besoin de son repoussoir. Elle insista pour que je sois demoiselle d'honneur. Je savais que ce n'était pas un rameau d'olivier.
C'était un jeu de pouvoir. C'était une façon de me garder sous sa coupe, de me soumettre à d'interminables essayages de robes, dégustations de gâteaux et discussions florales, où mon avis serait demandé puis immédiatement ridiculisé. J'essayais de refuser avec grâce. « Chloé, je suis si honorée, mais mon emploi du temps est tellement chargé en ce moment. Je ne pense pas que je pourrais accorder à ton jour spécial l'attention qu'il mérite. » Son sourire était d'une douceur écœurante. « Oh, ne sois pas bête, Ness. Ça sera amusant. En plus, » ajouta-t-elle, sa voix baissant pour un murmure de conspiratrice assez fort pour que sa mère et mon père l'entendent. « J'ai besoin de toi. Tu me gardes les pieds sur terre. » C'était un piège parfaitement conçu. Si je disais non à nouveau, je serais la belle-sœur ingrate et sans soutien, sabotant son bonheur. Mon père me lança à nouveau ce regard, celui qui disait « Fais-le, c'est tout, pour moi, pour la paix. » Alors j'acceptais, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. J'appelais Sarah sur le chemin du retour, mes jointures blanches sur le volant. « Elle fait de moi une demoiselle d'honneur, » dis-je, ma voix plate. Sarah laissa échapper un long gémissement. « Oh, ma pauvre âme, ça va être un cours magistral d'humiliation publique. » Elle n'avait pas tort. Elle sema également une graine d'idée, bien que je ne l'ai pas reconnue à l'époque. « Tu sais, » songea-t-elle, « le truc avec les contes de fées, c'est qu'ils ont toujours un méchant. Elle est tellement concentrée sur le fait d'être la princesse qu'elle ne fait aucune attention à qui d'autre est dans l'histoire. » Ces mots me restèrent en tête. Une petite lueur de quelque chose de dangereux et d'attirant au fond de mon esprit. Chloé mettait en scène un conte de fées, et elle m'avait déjà attribué un rôle. Elle ne se doutait pas que j'étais sur le point de commencer à réécrire le scénario. L'essayage de la robe de demoiselle d'honneur fut la première grande bataille d'une guerre que je ne voulais même pas mener. Il eut lieu dans une boutique chic et minimaliste avec champagne à volonté et un personnel à l'air critique. Chloé avait rassemblé son cortège nuptial, 2 de ses sœurs de sororité, qui étaient essentiellement des copies conformes d'elle-même, et sa cousine. Et puis il y avait moi. Chloé avait présélectionné une robe, une création horrible dans une nuance de vieux rose qui me donnait un air vaguement malade. C'était une robe fourreau moulante et impitoyable qui semblait spécifiquement conçue pour souligner chaque défaut perçu. Ces autres demoiselles d'honneur, toutes grandes et élancées, y ressemblaient à des déesses. Moi, avec ma carrure plus athlétique et ma poitrine nécessitant un soutien-gorge pratique et sensé, je ressemblais à une saucisse dans son boyau. Lorsque je sortis de la cabine d'essayage, le silence fut assourdissant. Puis Chloé éclata de rire, un son aigu et cristallin qui m'agaça les nerfs. « Oh, Vanessa !» allaita-t-elle, se tenant le ventre. « Ça ne va pas du tout. » Les autres demoiselles d'honneur gloussèrent derrière leurs mains. Brenda, qui se prélassait sur un canapé en velours, ajouta « Eh bien, ce n'est pas la faute de la robe, ma chérie. Elle n'est juste pas adaptée à ta silhouette. » La vendeuse me regarda avec un mélange de pitié et de mépris. Je sentis une bouffée de honte chaude monter à mon cou. Je voulais que le sol m'avale tout entière. Je suis restée là, muette, pendant que Chloé tournait autour de moi, me piquant et me palpant comme si j'étais une pièce de bétail. Être qu'on peut l'élargir ici, ou ajouter une sorte de châle. Un grand, songea-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation. Toute la performance était pour le bénéfice de son public, un renforcement public du récit familial. Vous voyez? Vanessa, la banale et maladroite. Elle ne s'intègre tout simplement pas dans notre monde magnifique. Mon père, qui avait été contraint de venir pour voir ses filles, se déplaça simplement mal à l'aise près de la porte. « Je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui convient », marmonna-t-il, les yeux fixés sur un point du mur opposé. Il était un fantôme au festin, présent encore mais entièrement absent en esprit. C'est à ce moment-là, debout sur ce tapis gris moelleux sous l'éclairage cru de la boutique, que quelque chose en moi a finalement cédé. Ce ne fut pas une rupture bruyante et dramatique, mais une césure nette et silencieuse d'une corde qui s'effilochait depuis 20 ans. La corde de l'espoir. L'espoir qu'un jour il me verrait, qu'il m'estimerait, qu'il me défendrait. Il avait disparu, et à sa place se trouvait un calme étrange et froid. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, au-delà de la robe mal ajustée, et j'ai croisé mon propre regard. Je n'ai pas vu une victime, mais une idiote d'avoir enduré cela si longtemps. Je suis retournée dans la cabine d'essayage, j'ai remis mes propres vêtements, et je suis sortie. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris mon sac à main. Chloé, momentanément surprise par mon initiative, me bloqua le passage.
Où vas-tu? On n'a pas encore fini de te torturer, dit-elle, essayant d'en faire une blague. Je la regardai droit dans les yeux. Trouve une autre robe. Dis-moi ce que c'est. Je la ferai retoucher. Ma voix était plate, dépourvue de l'émotion qu'elle convoitait. Je suis sortie du magasin, laissant un silence stupéfait dans mon sillage. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé, j'ai juste conduit, mon esprit, travaillant avec une clarté glaçante. Le jeu avait changé parce que je ne jouais plus pour leur équipe. Je jouais pour la mienne. La guerre n'était pas terminée, mais je venais de choisir une nouvelle stratégie. Pas la défense. L'attaque. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le catalyseur qui a transformé 20 ans de ressentiment mijotant en un plan froid et concret, est arrivé 2 semaines plus tard. C'était un mardi soir. J'étais à la maison, profitant d'une rare soirée tranquille, analysant quelques tendances du marché pour un investissement personnel, quand mon téléphone a vibré. C'était Chloé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale, n'ayant pas l'énergie pour le drame qu'elle voulait susciter. 1 minute plus tard, il a vibré à nouveau. Et encore. Au 4e appel, j'ai soupiré et répondu, le mettant sur haut-parleur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé ?» ai-je demandé, mon ton las. Sa voix était mielleuse, un ton qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle s'apprêtait à porter un coup particulièrement méchant. « Ness, salut. Alors, écoute, il faut qu'on parle du mariage. J'ai attendu. Marc et moi parlions, et ma mère est d'accord, et nous avons décidé que, eh bien, ça ne va tout simplement pas marcher que tu sois dans le cortège. » Je n'étais même pas surprise. Soulagée, en fait. « D'accord, dis-je. C'est bon, je peux juste venir en tant qu'invitée. » Il y eut une pause, et je pouvais pratiquement entendre le sourire narquois se former sur son visage. « Eh bien, c'est l'autre chose, » dit-elle, étirant les mots. « Nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas du tout. » Les mots restèrent en suspens, froids et tranchants. Je ne dis rien, mon esprit traitant l'audace pure. Elle prit mon silence pour de la faiblesse et enfonça le couteau plus profondément. « C'est juste que... tu sais comment tu es. Tu es si sérieuse et tu as cette énergie triste autour de toi. Et mon mariage est censé être le plus beau jour de ma vie. C'est mon conte de fées, Vanessa. Et tu es un souvenir déprimant de la première erreur de mon père. Tu ne colles tout simplement pas à l'esthétique. » Un souvenir déprimant de la première erreur de son père. Elle l'avait enfin dit. La vérité non dite qui avait sous-tendu toute notre relation pendant 2 décennies, maintenant mise à nu dans une phrase désinvolte et cruelle. « Je ne peux pas t'avoir sur les photos. » L'air toute terne et déprimé, continua-t-elle, sa voix prenant de l'ampleur. « Les gens penseront que quelque chose ne va pas. Tu plombes l'ambiance. Il s'agit de moi, de mon jour et de ma nouvelle vie parfaite. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. » Le mantra classique de l'intimidateur qui veut infliger de la douleur sans conséquence. Chaque mot était une arme soigneusement choisie, conçue pour me diminuer, m'isoler, m'effacer. Je sentis une vague de colère blanche et brûlante, si pure et si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. Mais ma voix, quand je l'ai finalement trouvée, était d'un calme glaçant. « Je vois, » dis-je. « Tu m'interdis de venir à ton mariage parce que je ne suis pas assez décorative. » Son faux rire tintinabula au bout du fil. « Exactement. »« Oh, je savais que tu comprendrais. Tu es toujours si pratique. Merci d'être si compréhensive, Ness. Je demanderai à papa de t'envoyer des photos. » Et elle a raccroché. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement, le téléphone toujours à la main. La colère ne s'est pas estompée. Elle s'est cristallisée. Elle s'est solidifiée en quelque chose de dur, de clair et de puissant. Pendant des années, j'avais absorbé leur toxicité, leur cruauté désinvolte, leur mépris. Je m'étais faite plus petite pour les mettre à l'aise. J'avais accepté leur récit de moi. C'en était fini. Le conte de fées dont elle était si obsédée. Il était sur le point d'accueillir un nouveau personnage. Pas une belle-sœur déprimante, pas une figurante terne en arrière-plan. Un dragon. Et j'allais réduire son château en cendres. La rage ne s'est pas dissipée en larmes ou en frustration impuissante comme elle l'aurait pu être fait par le passé. Au lieu de cela, elle s'est installée profondément dans mes os, un carburant froid et dense. La première personne que j'ai appelée fut Sarah. Je lui ai relaté la conversation avec Chloé, ma voix monotone, tandis que je répétais les mots. Un souvenir déprimant de la première erreur de son père. Pendant quelques secondes, Sarah est restée silencieuse, et je savais qu'elle absorbait toute la cruauté calculée de la chose.
Puis elle a parlé, et sa voix était d'acier. « D'accord, dit-elle, son ton sec et concentré. C'est tout. La ligne a été franchie, oblitérée et pulvérisée depuis l'orbite. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, V? Vas-tu la laisser gagner? Vas-tu rester à la maison le jour de son mariage et regarder les photos qu'elle t'enverra si gracieusement? Ou vas-tu prendre ce cerveau brillant, magnifique et analytique qui est le tien et vas-tu absolument la ruiner? » Ces mots furent comme une allumette enflammée dans une pièce remplie d'essence. Elle n'offrait pas de sympathie. Elle offrait un cri de guerre. Elle validait la colère et me donnait la permission de l'utiliser. « Ne te mets pas en colère, Vanessa, dit-elle, sa voix baissant. Prends ta revanche. » Non, au diable la revanche. Prends tout, prends tout. La phrase résonnait dans mon esprit. Toute ma vie, on m'avait appris à vouloir moins, à prendre moins de place, à me contenter des miettes qu'il me jetait. L'idée de tout prendre était si audacieuse, si étrangère, qu'elle était exaltante. Nous sommes restés au téléphone pendant 1 heure, non pas seulement à nous plaindre, mais à réfléchir. Cela a commencé comme une blague. « Et si tu débarquais au mariage ?» suggéra Sarah. « Non, trop évident. Et si tu engageais un avion pour écrire « Chloé est un monstre » au-dessus du lieu de réception ?» Nous avons ri, mais sous le rire, une idée se formait. Le lieu de réception. Chloé avait été insupportable à propos du lieu de réception. Elle en avait parlé sans arrêt pendant des mois. C'était un endroit appelé le manoir de Willow Creek, un magnifique vieux domaine avec des pelouses tentaculaires, une salle de bal historique et une chapelle en pierre pittoresque. C'était la pièce maîtresse de son conte de fées. Elle aime cet endroit plus qu'elle n'aime Marc, ai-je songé à voix haute. Et puis, la lueur d'une idée que j'avais eue auparavant s'est transformée en un véritable brasier. Mon domaine n'était pas l'organisation de fêtes, c'était la finance. Je ne savais pas comment gâcher une fête, mais je savais lire un prospectus. Je savais comment trouver les fissures dans une fondation, au sens propre comme au sens figuré. « Que sais-tu du manoir de Willow Creek ?» ai-je demandé à Sarah, ma voix soudainement sérieuse. « Juste ce que tu m'as dit. C'est joli, vieux et cher, » répondit-elle. « Attends, dis-je, mes doigts volant déjà sur mon clavier. J'ai consulté les registres de propriété du comté, puis les dépôts d'entreprise de l'État, puis les archives de presse. J'étais dans mon élément maintenant. C'était mon monde. C'était la langue que je parlais. « C'est une entreprise privée, détenue par une fiducie familiale, » murmurai-je en parcourant les documents. « La famille Henderson. Ils le possèdent depuis 3 générations. » Le conte de fées avait un nom. Et en creusant plus profondément, j'ai commencé à voir que ce conte de fées particulier était en grande difficulté. Mon cœur se mit à battre plus vite, un rythme régulier et puissant. Il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait d'une prise de contrôle hostile. Mon appartement, habituellement un sanctuaire de calme, s'est transformé en salle de guerre. Pendant la semaine suivante, j'ai à peine dormi. Alimenté par la caféine et une fureur vertueuse, j'ai plongé tête la première dans une enquête financière approfondie de Willow Creek Manor LLC. Le tableau qui s'est dessiné était d'une beauté sinistre. Le manoir était un cas classique d'un actif patrimonial qui perdait de l'argent. La famille Henderson, la 3e génération à le posséder, aimait clairement l'histoire du lieu, mais n'avait aucune idée de comment gérer une entreprise hôtelière moderne. Leur présence en ligne était archaïque, leur marketing inexistant, et d'après les quelques critiques en ligne que j'ai pu trouver, leur service laissait à désirer. Ils étaient riches en actifs mais pauvres en liquidités, soutenant une entreprise non rentable avec l'argent de la famille qui s'épuisait manifestement. J'ai croisé les registres de propriété avec les dépôts au tribunal. Et voilà, la preuve irréfutable. Une série de privilèges fiscaux déposés par le comté au cours des 18 derniers mois. Ils étaient en retard sur leurs impôts fonciers, et pas de peu. Ensuite, j'ai trouvé des dossiers de 2 poursuites judiciaires de fournisseurs majeurs pour factures impayées un traiteur et une entreprise de linge de maison haut de gamme. C'était une entreprise au bord de l'effondrement. Ils essayaient désespérément de rester à flot, prenant probablement de gros acomptes pour des événements comme celui de Chloé, juste pour payer les salaires du mois précédent. C'était un château de cartes, et un fort coup de vent le ferait s'écrouler. Un coup de vent que j'étais plus qu'heureuse de fournir. Le plan a commencé à se former dans mon esprit, élégant dans sa simplicité et dévastateur dans son exécution potentielle. Je n'allais pas gâcher le mariage, j'allais acheter la scène sur laquelle il se déroulait. J'ai passé le week-end à rédiger une proposition préliminaire, décrivant une offre en espèces pour l'ensemble du domaine, le terrain, les bâtiments,
l'entreprise et tous ses actifs et passifs. Mon offre serait juste suffisante pour résoudre tous leurs problèmes, payer leurs dettes fiscales, régler leurs poursuites et laisser aux Henderson une sortie confortable et nette. C'était une bouée de sauvetage, mais elle serait assortie de conditions. Spécifiquement, un accord de non-divulgation de proportions épiques et une clause stipulant que tous les contrats d'événements existants devaient être honorés sous la nouvelle direction. Ma direction. La beauté de la chose résidait dans l'anonymat. Chloé, Brenda et mon père n'en sauraient rien. Ils continueraient à planifier, à payer leurs acomptes et à faire leurs demandes à une entreprise qui était, à toutes fins utiles, déjà la mienne. Ils marcheraient droit dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu, une cage dorée dont je tenais la clé dans ma poche. La jubilation malveillante était si puissante qu'elle était presque un goût dans ma bouche. J'imaginais Chloé, dans sa robe ridiculement chère, aboyant des ordres à un personnel qui prenait secrètement ses directives de moi. J'imaginais Brenda se plaignant de la température du champagne, ignorant que j'avais personnellement approuvé la commande du fournisseur. L'ironie dramatique était un plat que j'allais savourer pendant des mois. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de pouvoir profond et exaltant. Ils m'avaient rayé de leur histoire. J'allais donc acheter la maison d'édition, avec un dossier méticuleusement préparé et un cœur rempli d'une résolution froide et dure. J'ai pris rendez-vous avec un homme nommé Arthur Davies. M. Davies était un associé principal dans un cabinet d'avocats d'affaires de premier plan, un homme dont la réputation reposait sur sa capacité à être à la fois un requin et un fantôme dans les négociations. Il était exactement ce dont j'avais besoin. Je l'avais rencontré une fois, des années auparavant, lors d'un événement d'anciens élèves de l'université, où il avait donné une conférence sur les acquisitions stratégiques. J'avais été impressionnée alors, et je comptais sur lui maintenant. Je suis entrée dans son bureau lambrissé d'acajou, ressentant un étrange mélange d'intimidation et de détermination. C'était un homme plus âgé avec des yeux vifs et intelligents qui semblait voir à travers vous. Il a écouté patiemment, sans interruption, pendant que j'exposais toute l'histoire. J'ai commencé par la dynamique familiale, les années de vexation silencieuse, culminant avec l'appel téléphonique de Chloé. J'ai ensuite enchaîné de manière fluide sur les finances du manoir de Willow Creek, présentant mes recherches, les privilèges fiscaux, les poursuites judiciaires et mon plan d'action proposé. Je lui ai remis le dossier. Il a passé 10 bonnes minutes à le lire, son expression indéchiffrable. Quand il a finalement levé les yeux, il n'a pas offert de sympathie. Il a offert quelque chose de bien meilleur, du respect. « Mademoiselle Evans !» dit-il, sa voix un grondement sourd. Soit c'est le complot de vengeance le plus élaboré et brillamment conçu que j'ai jamais rencontré, soit c'est une acquisition commerciale très astucieuse déguisée en telle. Franchement, peu m'importe. Vos recherches sont impeccables. Une vague de validation m'a submergée, si puissante qu'elle m'a presque donné le vertige. Cet homme, ce titan dans son domaine, voyait ma compétence. Il voyait ma valeur. Alors, continua-t-il, s'adossant à son fauteuil en cuir, vous voulez créer une société écran pour agir en tant qu'entité acheteuse. Vous la financerez via votre portefeuille d'investissement personnel. Nous ferons une offre tout en espèces, conditionnée à une clôture rapide et silencieuse et à un accord de non-divulgation en béton pour les vendeurs. Il récitait mon plan. Mais dans sa bouche, cela sonnait moins comme un rêve et plus comme une certitude. Il y a, bien sûr, un risque important, m'a-t-il prévenu. Les Henderson pourraient rejeter l'offre. Ils pourraient laisser fuiter la vente. Votre belle-sœur pourrait le découvrir. Elle ne le fera pas, ai-je dit, avec une confiance qui m'a surprise moi-même. Son arrogance est mon plus grand atout. Elle est tellement consumée par son propre conte de fées qu'elle est incapable d'imaginer un monde où elle n'est pas le personnage principal. Elle ne cherchera pas. M. Davies se permit un petit sourire mince. L'hubris, c'est la chute de nombreux grands empires et de nombreuses futures mariées tyranniques, j'imagine. Il prit son téléphone. Très bien, mademoiselle Evans. Mettons-nous au travail. Je vais demander à mon équipe de rédiger les documents de constitution de votre nouvelle société holding. Avez-vous un nom en tête? J'ai réfléchi un instant, un sens de l'humour macabre faisant surface. J'ai pensé au mot de Chloé. Une âme en peine. Une erreur. Oui, ai-je dit. Appelons-la Second Act Holdings LLC. Monsieur Davies gloussa, un son sec et crissant. J'aime bien. Très bien. Allons vous acheter un château. En quittant son bureau, je me sentis plus grande. Le monde semblait plus net, plus vibrant. La partie avait commencé.
Les semaines suivantes furent un cours magistral de compartimentation. Le jour, j'étais Vanessa Evans, une analyste financière diligente et quelque peu discrète dans mon entreprise. Je terminais mes projets, assistais à des réunions et engageais des conversations polies de bureau sur la météo. Mais la nuit, et à chaque moment libre entre-temps, j'étais la PDG fantôme de Second Act Holdings, LLC, la négociation avec la famille Henderson, menée entièrement par l'intermédiaire de M. Davies fut une danse délicate. Il était magnifique. Il a présenté notre offre non pas comme une prise de contrôle agressive, mais comme une solution respectueuse et digne à leurs problèmes. Il a parlé de préserver l'héritage du manoir, d'investir dans son avenir, tout cela était vrai, bien qu'il ait commodément omis la motivation principale derrière l'acquisition. Les Henderson, comme je l'avais prédit, étaient acculés. Notre offre tout en espèces était une aubaine, une rupture nette avec une entreprise qui les noyait. Après une brève et tendue période de négociation sur le prix final, ils ont accepté. Le soulagement dans leur acceptation était palpable, même à travers les documents juridiques. L'accord de non-divulgation que nous avons rédigé était une œuvre d'art. Il était si restrictif, si hermétique, que si les Henderson soufflaient ne serait-ce qu'un mot sur la vente à quiconque, avant une date que nous avions spécifiée le lendemain du mariage, ils encouraient des pénalités financières si sévères qu'elles anéantiraient la totalité de leur règlement. Ils ont signé sans hésiter. La partie la plus surréaliste de tout ce processus fut la communication parallèle que j'avais avec ma famille. Pendant que Davies finalisait l'achat d'un domaine de plusieurs millions de dollars en mon nom, je recevais des SMS de Brenda avec des dilemmes de plan de table. « Vanessa, penses-tu que ta tante Carole fera un anévrisme si on la met à une table avec le cousin de Richard? Tu sais comment elle est. » Je répondais par des suggestions fades et utiles, mes doigts tapant un message, tandis que mes yeux parcouraient un document juridique sur l'écran de mon ordinateur portable. L'ironie dramatique était une source constante et privée d'amusement. Le sommet de cette dualité bizarre est survenu un jeudi après-midi. J'étais en conférence téléphonique avec Davies et la banque, autorisant le virement final qui ferait de moi la propriétaire officielle du manoir de Willow Creek. Au moment où la transaction était confirmée, mon téléphone personnel a sonné. C'était Chloé. J'ai mis la conférence téléphonique en sourdine. « Salut !» ai-je dit, ma voix ne trahissant aucune de l'adrénaline qui parcourait mes veines. « Oh mon Dieu, Ness, tu ne vas pas croire la journée que je passe », se lamenta-t-elle. Le directeur du manoir, ce type nommé Bob, est un vrai troll. J'ai demandé une chose très simple. Je veux qu'ils importent un type spécifique d'orchidées d'Hawaï pour les centres de table, et il a eu l'audace de me parler de chaîne d'approvisionnement et de budgets. Tu peux le croire? J'ai écouté sa tirade pendant 5 minutes sur l'incompétence du personnel du lieu que je venais, il y a à peine 30 secondes, d'acheter officiellement. « C'est mon rêve, Vanessa », cria-t-elle. « Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de simplement faire leur travail et de me donner ma journée parfaite ?» En arrière-plan de mon autre ligne, la voix de Davies a retenti. « Le transfert est complet, mademoiselle Evans. Félicitations. Vous êtes maintenant la propriétaire du manoir de Willow Creek. » J'ai ressenti une secousse, une vague de pouvoir vertigineuse. J'ai pris une lente inspiration. « Ça a l'air vraiment frustrant, Chloé, » ai-je dit dans mon téléphone, ma voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Je suis sûre que tout s'arrangera. Tu mérites ta journée parfaite. » J'ai raccroché et réactivé le son de la conférence téléphonique. « Merci, monsieur Davies, » ai-je dit, ma voix stable. Maintenant, à propos du directeur général actuel. Le jeu venait d'atteindre un tout autre niveau. Avec le titre de propriété du manoir de Willow Creek bien en sécurité dans un coffre-fort sous le nom de Second Act Holdings, mon rôle est passé d'acquéreur à opératrice secrète. Le premier ordre du jour était de gérer le personnel existant, en particulier le directeur général accablé, Bob, que Chloé tourmentait. Par l'intermédiaire de Davies, j'ai émis un nouvel ensemble de directives. L'histoire officielle pour le personnel était que le manoir avait été acquis par une société d'investissement discrète et non interventionniste qui souhaitait rester anonyme. Leurs emplois étaient garantis, à condition qu'ils suivent tous les nouveaux protocoles. Le protocole le plus important, toutes les communications concernant le prochain mariage Evans-Markham, devaient être enregistrées et rapportées à M. Davies, qui me les transmettrait ensuite. De plus, il devait accéder à toutes les demandes de la mariée, Mme Chloé Evans, aussi absurde soit-elle. Les orchidées hawaïennes, trouvez-les. Envoyez-les par avion si nécessaire. Le champagne sur lequel elle insistait, celui qui coûtait 2 fois le budget initial,
Procurez-le. La demande d'un lâcher de colombes blanches au moment du baiser des mariés. Réservez les colombes. L'instruction était simple. Facturez tout au compte courant du client, un compte que je savais que mon père payait, et dites-lui « Absolument, Leslie Vance. Nous pouvons certainement faire en sorte que cela se produise. » Ma stratégie était double. Premièrement, cela bercerait Chloé dans un état de confiance suprême et inattaquable. Son monde se pliait à sa volonté, confirmant sa conviction qu'elle était le centre de l'univers. Deuxièmement, cela faisait grimper une facture astronomique. Chaque caprice, chaque morceau de mise en scène théâtrale qu'elle exigeait était méticuleusement documenté, créant une deuxième preuve irréfutable à déployer aux côtés du titre de propriété. Les rapports que je recevais de Bob via M. Davis étaient meilleurs que de la fiction. Chloé avait exigé que toute la pelouse soit remplacée 2 semaines avant le mariage, parce qu'elle n'aimait pas la nuance particulière de vert. Elle avait insisté pour que l'eau des fontaines décoratives soit remplacée par de l'eau minérale gazeuse, parce qu'elle pensait que cela capterait mieux la lumière. Elle avait soumis un document de 20 pages, détaillant l'arc émotionnel précis qu'elle attendait du quatuor à cordes. C'était de la folie, mais c'était une folie magnifique et bien documentée. J'ai dû faire une visite secrète et nocturne à la propriété. J'ai dit à mon père que je partais en randonnée pour le week-end. Je me suis rendue au manoir après minuit, utilisant la clé que les anciens propriétaires m'avaient laissée. Marcher dans les couloirs silencieux et éclairés par la lune de ma propriété fut une expérience que je n'oublierai jamais. Je me suis tenue dans la grande salle de bal, le site de tant de futures vantardises de Chloé, et j'ai ressenti un profond sentiment de propriété, non seulement de l'espace physique, mais de mon propre destin. J'ai passé la main sur le bois poli des bancs de la chapelle. C'était l'allée à laquelle elle pensait avoir droit. Une colère juste et froide s'est solidifiée en moi. Elle m'avait bannie de cet endroit. Elle m'avait jugée indigne de même assister à son triomphe. Mais il n'y avait aucun coin de cet endroit où elle pouvait aller sans être, en fait, mon invitée. Une invitée dont l'invitation était sur le point d'être révoquée de la manière la plus publique qui soit. C'est durant cette période que j'ai senti mon dernier lien affectif avec mon père se rompre véritablement. Il m'a appelé un soir, sa voix lourde d'une fausse bonhomie. « Ness, ma chérie, je parlais justement avec Chloé, commença-t-il. Elle est si stressée avec ce mariage, et, tu sais, elle se sent terriblement mal à propos du malentendu. Peut être que tu pourrais juste l'appeler, t'excuser pour l'attention et lui souhaiter bonne chance? Ça signifierait tellement pour moi, m'excuser. » Il voulait que je m'excuse. Pour avoir été désinvitée au mariage, pour avoir été verbalement abusée, pour que mon existence même soit jugée comme un inconvénient. « Non, papa, » dis-je, ma voix plate et finale. « Je ne ferai pas ça. » Le silence à l'autre bout du fil était lourd de désapprobation. « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu dois être si difficile, Vanessa, » dit-il finalement, sa voix teintée de frustration. « Ne peux-tu pas simplement laisser tomber pour le bien de la famille? »« Quelle famille ?» demandai-je, la question sincère. Et pour la première fois de ma vie, il n'eut pas de réponse. Les semaines précédant le mariage furent une étrange et tendue marche sur une corde raide. Mon secret était une pierre lourde et précieuse que je portais partout, et il y eut des moments où j'ai craint de la laisser tomber. L'alerte la plus chaude est venue de mon père. Mon refus de faire la paix avec Chloé l'avait clairement déstabilisé. Non pas parce qu'il s'inquiétait pour mon bien-être, mais parce que cela perturbait son illusion soigneusement construite d'une famille recomposée heureuse. Il s'est présenté à mon appartement sans prévenir un samedi matin, une tactique qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. « J'étais dans le quartier », a-t-il dit. Un mensonge si transparent qu'il en était presque insultant. Il est entré, regardant mon espace propre et minimaliste d'un œil critique, comme s'il cherchait des indices sur ma nouvelle défiance. « Écoute, Vanessa, » a-t-il dit, allant droit au but. « Je sais que tu es en colère contre Chloé. Elle peut être. Beaucoup. Mais c'est ta sœur. »« C'est ma belle-sœur, » l'ai-je corrigé gentiment. « Et elle m'a banni de son mariage. » Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Elle était juste stressée. Tu sais comment sont les mariés. Et ta mère Brenda essaie juste de la soutenir. C'est un grand événement pour elle. Ça semble être un grand événement pour toi aussi, ai-je dit, ma voix égale. Tu en paies une partie importante. Il a tressailli. Je veux que Chloé soit heureuse. Est-ce si mal? Ce n'est pas mal de vouloir qu'elle soit heureuse, papa. C'était mal de rester les bras croisés pendant 20 ans, pendant qu'elle et Brenda me rendaient malheureuse. C'était mal de les laisser me traiter comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre maison. Et c'était mal de me demander de m'excuser d'être celle qui a été blessée.
Les mots restèrent en suspens entre nous, crus et indéniables. Il m'a regardé, vraiment regardé. Et pendant une seconde, j'ai vu une lueur de quelque chose dans ses yeux. Était-ce de la culpabilité? Du regret? Mais cela a disparu aussi vite que c'est venu, remplacé par sa défense habituelle. « Tu as été différente ces derniers temps, Vanessa », a-t-il dit, changeant de tactique. « Tu sembles distraite, secrète. Sarah a mentionné que tu travailles sur un grand projet. Est-ce que tout va bien avec ton travail? » La question était une sonde, une tentative de trouver une faiblesse, un problème qu'il pourrait résoudre pour restaurer l'ancien ordre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. C'était le moment de vérité. Je devais tenir bon. Je lui ai adressé un petit sourire placide. « Tout va à merveille, papa. Le projet est juste une stratégie d'investissement personnel qui me prend beaucoup de temps. Ça se passe en fait très, très bien. J'ai projeté une aura de succès serein, de trucs financiers ennuyeux qui ne l'avaient jamais intéressé. C'était le camouflage parfait. Il ne savait pas comment interagir avec cette version de moi, celle qui ne demandait rien, qui n'était pas blessée, qui était parfaitement, calmement contente. Il est parti peu de temps après, l'air plus confus qu'à son arrivée. La rencontre, bien que stressante, fut valorisante. Je l'avais affronté sans rien révéler, utilisant la persona même qu'il m'avait assignée, la fille des chiffres, ennuyeuse et pratique comme mon bouclier. Il pensait regarder la même vieille Vanessa. Il n'avait aucune idée qu'il regardait la nouvelle propriétaire du lieu de mariage de sa fille. La dernière semaine fut un tourbillon de logistique et de tensions montantes. Mes journées étaient consacrées à finaliser mes projets au travail, me préparant pour des vacances que j'avais dit à mon patron que je prenais. Mes soirées étaient une frénésie d'activités. J'ai eu une dernière réunion avec M. Davis pour passer en revue le plan du jour J. Nous avions un classeur, épais et méticuleusement organisé, avec chaque détail pris en compte. Il contenait des copies du titre de propriété, des statuts de Second Act Holdings, de l'accord de non-divulgation signé par les Henderson et de la facture détaillée, incroyablement longue, de chacun des caprices de dernière minute de Chloé. « Ceci, » dit M. Davies, tapotant le classeur avec un doigt osseux, est l'épée de Damoclès, et elle est prête à tomber. J'ai également eu une réunion discrète avec le chef d'une petite entreprise de sécurité professionnelle. Ce n'étaient pas des videurs costauds et évidents, mais des hommes et des femmes vifs et bien habillés, spécialisés dans la sécurité d'événements d'entreprise. Leurs instructions étaient simples. Arriver tôt, se fondre dans la masse et attendre mon signal. Leur travail principal n'était pas d'intimider, mais de faciliter une évacuation calme, ordonnée et non négociable de toute personne que j'identifierais comme étant en infraction. J'ai passé un après-midi entier à choisir ma tenue. Je savais que je ne porterais pas une robe de demoiselle d'honneur vieux rose. J'ai choisi un costume sur mesure, d'un gris anthracite si foncé qu'il était presque noir, parfaitement taillé. En dessous, un simple caraco en soie d'un gris acier. C'était une armure. C'était l'uniforme d'une PDG, d'une femme en contrôle total. C'était l'antithèse de la déprimante que Chloé m'avait collée. Chaque détail était une déclaration d'intention. Les jours s'écoulaient lentement, chacun rempli d'une nouvelle absurdité du front du mariage. Chloé avait décidé, 3 jours avant le mariage, qu'elle avait besoin d'un quatuor à cordes pour jouer des chansons pop modernes, et elle a envoyé au personnel du manoir une liste frénétique d'arrangements qu'ils devaient apprendre immédiatement. Bob, le directeur, a consciencieusement engagé un second quatuor à grands frais et l'a assuré que ce serait géré. Mon père a appelé pour me dire que la facture des fleurs était arrivée et était presque le double de l'estimation, sa voix tendue par le stress. J'ai murmuré quelques vagues sympathies, l'image même du détachement. « Eh bien, papa, » ai-je dit, l'ironie assez épaisse pour être goûtée. Je suppose que c'est le prix d'un conte de fées. La jubilation malveillante devenait si intense qu'elle était presque une sensation physique, un bourdonnement d'énergie sous ma peau. Je construisais une scène, réglais les lumières, et me cachais dans les coulisses, attendant que la star du spectacle prenne sa place pour que je puisse faire s'effondrer toute la production. Il ne s'agissait plus seulement de Chloé. Il s'agissait de la supériorité béate de Brenda. Il s'agissait de l'aveuglement volontaire de mon père. Il s'agissait de chaque professeur, chaque ami de la famille, chaque personne qui avait jamais accepté leur récit et rejeté le mien. Le mariage n'était pas juste une fête, c'était un tribunal, et j'étais sur le point d'agir en tant que juge, juré et bourreau. La veille du mariage, un calme étrange s'est abattu sur moi. La planification était terminée. Les pièces étaient en place. Il ne restait plus qu'à attendre l'aube. Je me suis versé un verre de whisky cher,
un petit luxe que je m'étais récemment autorisé, et je me suis assise dans l'obscurité de mon salon. J'ai pensé à appeler Sarah, mon roc à travers tout cela, mais je savais que je devais affronter ce dernier moment de réflexion seule. Allais-je trop loin? La question résonnait dans l'espace silencieux. Ce niveau de destruction élaboré et calculé était-il justifié? Étais-je en train de devenir le monstre que j'essayais de terrasser? J'ai laissé la question reposer là, l'examinant sous tous les angles. J'ai pensé à la petite fille dont la boîte à musique en porcelaine avait été brisée, qui avait ensuite été forcée de s'excuser. J'ai pensé à l'adolescente publiquement humiliée et punie académiquement pour un crime qu'elle n'avait pas commis. J'ai pensé à la jeune femme debout dans une boutique, se faisant moquer de son corps par les personnes mêmes qui étaient censées la protéger. J'ai pensé à chaque commentaire condescendant, chaque regard méprisant, chaque fois où l'on m'a fait sentir que j'étais moins que rien. La colère était toujours là, une veilleuse qui brûlait depuis 2 décennies. Mais ce n'était plus un feu sauvage et incontrôlé. C'était une énergie ciblée et contenue. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était une réponse calculée et stratégique à une vie d'agression. C'était la conclusion logique d'une situation intenable. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi, me tirant de ma rêverie. C'était un SMS de Chloé. Je l'ai ouvert, mon cœur battant d'un rythme régulier et sourd. C'était une photo d'elle, trinquant avec une coupe de champagne avec Brenda et ses demoiselles d'honneur. Elles riaient toutes, leurs visages rougis par l'excitation. Sous la photo, un message. « Je penserai à toi demain pendant que je vivrai mon rêve. J'espère que tu ne te sens pas trop exclue. Essaie de ne pas être trop malheureuse. Bisous. » Et voilà. La dernière. Parfaite pièce à conviction. Le dernier tour de couteau, asséné avec une cruauté désinvolte et souriante. Elle ne se contentait pas d'avoir sa journée parfaite. Elle avait besoin que je sois malheureuse pendant celle-ci. Mon bonheur diminuait le sien, et ma tristesse l'augmentait. Le moindre doute qui me restait s'est évaporé comme la brume au soleil du matin. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de reconquête. Elle avait passé sa vie à essayer de me définir, de me mettre dans une boîte étiquetée inférieure. Demain, je n'allais pas seulement briser la boîte. J'allais démanteler l'usine qu'il avait construite. Je ne détruisais pas son conte de fées. Je mettais fin à une histoire d'horreur et j'écrivais enfin mon propre premier chapitre. J'ai pris une gorgée de mon whisky, la chaleur se propageant dans ma poitrine. Puis j'ai envoyé un unique SMS à M. Davis et à la chef de mon équipe de sécurité. Nous avons le feu vert pour demain. Exécutez le plan comme convenu. Aucune déviation. Je suis allée me coucher et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le matin du mariage se leva, clair et d'une beauté douloureuse, une parfaite journée de conte de fées. J'ai sauté mon café et mon petit déjeuner habituel, mon corps fonctionnant à l'adrénaline pure et propre, plus puissante que n'importe quelle caféine. Je me suis habillée lentement, méthodiquement, enfilant mon costume anthracite comme une armure. Chaque pièce le caraco en soie, la veste cintrée, le pantalon élégant, les escarpins en cuir discret. Mes chairs étaient un choix délibéré, une déclaration d'intention. J'ai vérifié mon reflet une dernière fois. La femme qui me regardait n'était pas la fille hésitante et hostile au conflit que j'avais été si longtemps. Ses yeux étaient clairs, son expression calme et résolue. Elle ressemblait à une femme qui possédait un château et s'apprêtait à saisir un conte de fées. Je suis arrivée au manoir de Willow Creek 2 heures avant le début prévu de la cérémonie, me garant sur une place privée à l'arrière du domaine. Je suis entrée par une porte de service, la clé se sentant solide et réelle dans ma main. J'ai retrouvé M, Davies, et la chef de la sécurité, une femme calme et compétente nommée Maria, dans le bureau du directeur. Le fameux Bob était là, son visage un masque d'excitation nerveuse. Il avait été pleinement informé ce matin-là de la véritable identité de la Société d'investissement anonyme. Le regard de compréhension naissante et de pure, authentique jubilation sur son visage lorsqu'il a réalisé qui j'étais et ce qui allait se passer était un amuse-bouche parfait pour le plat principal. « Mademoiselle Evans », dit-il, me serrant la main avec une nouvelle révérence. « C'est un honneur absolu. Nous avons passé en revue le plan une dernière fois. » Le quatuor à cordes avait reçu l'instruction de jouer sa musique de prélude habituelle. L'officiant était en place. Les invités, qui commençaient maintenant à arriver, étaient en train de s'asseoir. Je les ai observés un moment sur les moniteurs de sécurité, une galerie de complices. Tantes, oncles, cousins, amis de la famille. Tous ceux qui avaient été témoins du comportement de Chloé au fil des ans et avaient choisi le silence, avaient choisi de maintenir la paix. Ils n'étaient pas des spectateurs innocents.
Ils étaient le cœur silencieux qui avait permis à l'actrice principale de se déchaîner. L'équipe de Maria était en position, leurs oreillettes discrètement en place. 3 étaient près des portes principales de la chapelle, 2 près de la suite nuptiale, et une était avec moi, M. Davies tenait le classeur noir, le texte sacré de la journée. Tout était prêt. D'une petite fenêtre du bureau, je pouvais voir le marié, Marc, debout à l'autel. Il avait l'air beau mais terriblement jeune, un agneau attendant patiemment l'abattage. J'ai ressenti une brève et fugace pointe de pitié pour lui. C'était un imbécile, aveuglé par un joli visage et une personnalité manipulatrice. Mais il était plus une victime collatérale qu'une cible principale. Mes véritables cibles étaient dans la suite nuptiale, se prélassant dans les derniers moments de leur règne. Je pouvais presque entendre le rire aigu de Chloé, les louanges sycophantiques de Brenda. Elles étaient au sommet de leur monde, sûres de leur pouvoir, complètement, béatement inconscientes que le sol avait déjà été vendu sous leurs pieds. C'est 5 minutes avant le début du spectacle, dit doucement Maria. J'ai pris une profonde et régulière inspiration. Commençons. Les notes d'un quatuor à cordes, jouant une pièce classique douce, remplirent l'air. C'était le canon de Pachelbel, la plus traditionnelle des chansons de cortège de mariage. L'ironie était exquise. Les 150 invités assis dans la belle vieille chapelle de pierre se tournèrent sur leurs sièges, leurs visages pleins d'attente, souriants. Ils étaient prêts pour le spectacle. Ils allaient en avoir un, mais pas celui qu'ils attendaient. À l'autel, Marc redressa sa cravate, un sourire nerveux mais heureux sur le visage. Il regarda vers les grandes portes en bois sombre au fond de la chapelle, attendant qu'elles s'ouvrent pour révéler sa promise. L'officiant, un homme au visage bienveillant d'une 60aine d'années, rayonnait sur la foule assemblée. Mon père et Brenda étaient au premier rang. Brenda ressemblait à la reine-mère, resplendissante dans une robe bleu saphir, son visage un masque de triomphe suffisant. Mon père avait juste l'air anxieux, ses yeux balayant la salle. Un homme se préparant perpétuellement à un impact qu'il ne pouvait jamais tout à fait prédire. Depuis ma position dans le vestibule, juste hors de vue, je pouvais sentir l'énergie dans la pièce, le souffle collectif retenu. M. Davies se tenait à côté de moi, un spectre silencieux en costume gris. Maria était à quelques mètres, ses yeux balayant tout, sa posture détendue mais prête. La musique enfla, atteignant son apogée, le signal de la grande entrée de la mariée. Les placeurs, 2 amis d'université de Marc, se dirigèrent vers les portes et les ouvrirent. Et puis, je suis entrée. J'ai marché seule. La musique a vacillé 1 seconde, l'archet du premier violon dérapant sur une corde avant de se corriger. Une vague de confusion a parcouru la chapelle. Un faible murmure a commencé, un son comme des feuilles qui bruissent. J'ai vu des têtes se tourner, des gens chuchoter derrière leurs mains. J'ai maintenu un rythme régulier, mes yeux fixés sur l'avant de la chapelle. Je ne regardais pas les invités. Je regardais Marc, dont le sourire heureux s'était figé, et fondait maintenant en une flaque d'égarement. J'ai vu le visage de Brenda se décomposer, ses lèvres parfaitement peintes, se tordant en un grognement d'incrédulité. J'ai vu le visage de mon père se vider de toute couleur, son expression de pur, authentique choc. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. D'une certaine manière, c'était le cas. Le fantôme de la fille qu'il avait volontairement sacrifiée pendant des années, maintenant revenu hanter le festin. J'ai marché avec une détermination qu'il n'avait jamais vue en moi. Le son de mes talons sur le sol de pierre, un battement régulier et délibéré. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais simplement inévitable. J'étais la conséquence qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter. Le murmure dans la foule s'est amplifié alors que j'atteignais le début de l'allée, m'arrêtant à une distance respectueuse de 10 pieds de l'autel. Le quatuor, confus et incertain, a finalement laissé la musique s'éteindre, laissant un silence retentissant et stupéfait dans son sillage. Et dans ce silence, de la porte latérale menant à la suite nuptiale, est venu un cri perçant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Les portes de la suite nuptiale s'ouvrirent violemment, et Chloé en sortit en trombe, une vision en dentelle blanche, et en rage pure, et non diluée. Son visage était un nuage d'orage, son maquillage méticuleusement appliqué, incapable de cacher la fureur dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la chapelle silencieuse. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. « Je t'ai banni. Je t'ai spécifiquement, explicitement banni. Sécurité, sortez-la de mon mariage. Maintenant !» Quelques invités se tortillèrent mal à l'aise. Marc regarda impuissant de Chloé à moi,
sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Brenda était sur ses pieds, le visage masqué d'indignation. « Vanessa, que signifie ceci? Tu es en train de ruiner le jour spécial de ta sœur. » C'était le moment, le point culminant de tout. J'ai fait un petit signe de tête, presque imperceptible à Maria, qui a parlé doucement dans son poignet. J'ai ensuite tourné mon regard calme et imperturbable vers Chloé. « En fait, dis-je, ma voix claire, et portant facilement dans le silence, l'équipe de sécurité travaille pour moi. » Un soupir collectif parcourut la foule. Chloé me dévisagea, sa rage momentanément remplacée par une pure confusion. « De quoi parles-tu? Es-tu folle? Le personnel du manoir de Willow Creek travaille aussi pour moi. » Ai-je continué, mon ton conversationnel, comme si j'expliquais un fait simple. L'organisatrice de mariage, le quatuor à cordes, l'homme qui a remplacé la pelouse pour vous la semaine dernière. En fait, tout le monde sur cette propriété travaille pour moi. J'ai laissé cela s'imprégner. Mon père était maintenant debout, son visage cendré. « Vanessa, qu'as-tu fait ?» murmura-t-il, sa voix rauque. Je l'ai ignoré, mon attention entièrement portée sur Chloé, qui bafouillait, essayant de former une phrase cohérente. « Tu es une menteuse. C'est mon lieu de réception. Papa a payé pour ça. » Il a payé un acompte. L'ai-je corrigé gentiment. Il a payé un acompte aux anciens propriétaires. Mais le solde complet, final, et plutôt substantiel, est dû aujourd'hui, au nouveau propriétaire. Monsieur Davis, sur un signe, s'avança et ouvrit le classeur noir. Il me le tendit. J'ai sorti le document du dessus, une seule feuille de papier épaisse. Ceci, ai-je dit, le tenant haut pour que tous le voient, est le titre de propriété pour tout ce domaine, le manoir de Willow Creek. Il a été acheté il y a 6 semaines par une société appelée Sagan Act Holdings, LLC, une société dont je suis l'unique propriétaire. J'ai fait une pause, laissant tout le poids de mes mots atterrir. Bienvenue sur ma propriété, Chloé. Je suis si contente que tu aies pu venir. Le silence qui a suivi fut absolu, un vide de choc et d'incrédulité. Puis, Chloé retrouva sa voix, mais ce n'était plus un cri de rage. C'était un gémissement aigu et fin de panique. « Non, non, tu ne peux pas! Papa, fais quelque chose !» Mon père me regarda simplement, ses yeux écarquillés par une compréhension naissante et horrifiée. Il voyait enfin, il comprenait enfin que la fille calme et docile était partie, et qu'à sa place se trouvait quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout. « Le mariage que vous avez prévu est, je le crains, annulé, » ai-je dit, ma voix conservant son calme froid et précis. « Vous êtes maintenant en infraction sur ma propriété. Cependant, comme je me sens généreuse, je vais vous donner une option. M. Davies a la facture finale et détaillée de l'événement que vous avez demandé, y compris les orchidées hawaïennes, le champagne premium et l'équipe de dresseurs de colombes qui attendent actuellement près de la fontaine ouest. Le total est de 276 450 $. Si vous pouvez transférer ces fonds sur le compte de ma société dans les 10 prochaines minutes, nous pourrons continuer. Sinon, je vais devoir vous demander, ainsi qu'à tous vos invités, de bien vouloir quitter les lieux immédiatement. » Les conséquences furent encore plus délicieusement chaotiques que je ne l'avais imaginé. Le visage de Chloé, une toile d'incrédulité et d'horreur, s'effondra. La bravade, l'arrogance, les années d'assurance inébranlable, tout s'évapora en un instant, laissant derrière elle une femme paniquée et perdue dans une robe très chère. « 200, papa, » gémit-elle, se tournant vers notre père, sa voix se brisant. « Paie-la, et fais-la partir. » Mon père me regarda, puis la facture que M. Davis lui tendait maintenant, et de nouveau moi. Il avait l'air d'un homme qui avait été frappé par la foudre. « Vanessa, nous ne pouvons pas, » balbutia-t-il. « Je n'ai pas ce genre d'argent à disposition. Nous pouvons trouver un arrangement. Un plan de paiement. » « Je ne suis pas intéressée par un plan de paiement, » dis-je, ma voix dépourvue de toute chaleur. « Les conditions ne sont pas négociables. Paiement intégral. Il vous reste 8 minutes. » Brenda, qui était restée figée, passa enfin à l'action. Elle marcha vers moi, le visage déformé par la fureur. « Espèce de petite garce malveillante » siffla-t-elle, sa voix basse et venimeuse. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que vous avez fait pour moi ?» l'interrompis-je, un rire sincère et sans joie s'échappant de mes lèvres. « Vous n'avez rien fait pour moi. Vous avez passé 20 ans à me faire des choses. Vous m'avez toléré, rabaissé et effacé. Considérez ceci comme ma démission officielle du rôle que vous m'aviez attribué. »
Maria, ma chef de la sécurité, fit un pas subtil en avant, se positionnant entre moi et Brenda. Brenda, sentant le changement de pouvoir, se tut, sa poitrine se soulevant. Les invités étaient en émoi, chuchotant frénétiquement, beaucoup d'entre eux sortant déjà leur téléphone pour enregistrer l'implosion de mariage, la plus spectaculaire qu'ils verraient jamais. Marc, le pauvre marié oublié, prit enfin la parole. « Chloé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai ?» Chloé se contenta de sangloter, un son désordonné et laid qui n'avait aucune de la grâce performative de ses larmes habituelles. Les 10 minutes s'écoulèrent dans un silence atroce et délicieux. À la fin, je regardai ma montre. Le temps est écoulé, annonçai-je à la salle. J'ai fait un signe de tête à Maria. Elle parla de nouveau dans son poignet, et son équipe se déplaça avec une efficacité calme et silencieuse. « Mesdames et messieurs, dis-je, ma voix se projetant à travers la chapelle, j'ai le regret de vous informer qu'en raison d'un défaut de paiement, cet événement privé a été annulé. Nous vous demandons de bien vouloir rassembler vos affaires et de quitter la chapelle de manière ordonnée. Merci de votre coopération. » L'équipe de sécurité commença à faire sortir les invités stupéfaits. Doucement mais fermement. Il n'y eut pas de cris, pas de confrontation physique, juste la force irrésistible d'une autorité polie et implacable. Mon autorité. J'ai regardé ma famille se tenir, isolée, au centre de la salle qui se vidait maintenant. Brenda essayait de réconforter une Chloé hystérique. Marc se tenait à l'écart, son visage un masque d'horreur naissante, alors qu'il réalisait le vrai caractère de la femme qu'il était sur le point d'épouser. Et mon père. Il me regardait juste, son visage une ruine de regret. « Pourquoi, Vanessa ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi ferais-tu ça ?» J'ai soutenu son regard pendant un long moment. « Tu aurais dû laisser tomber la boîte à musique, papa, » dis-je doucement. « Tu aurais dû me défendre quand elle a volé mon devoir. Tu aurais dû me dire que j'étais belle, dans n'importe quelle robe. Tu aurais dû lui dire que je n'étais pas ta première erreur, mais ta première fille. Tu n'as fait aucune de ces choses. Ce n'est pas quelque chose que je t'ai fait. C'est le résultat logique de tout ce que tu as manqué de faire pour moi. » Je me suis retournée sans attendre de réponse, et j'ai marché, pour la 2e fois ce jour-là, le long de la grande allée. Mais cette fois, je m'éloignais d'eux, vers les portes ouvertes, et le soleil radieux et magnifique de ma propre fichue vie. L'épilogue du conte de fées de Chloé ne fut pas un « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». L'humiliation publique fut absolue. En quelques heures, des vidéos de mon discours et de l'évacuation subséquente du mariage étaient partout sur les réseaux sociaux. L'histoire fut reprise par les blogs d'actualité locaux, présentée comme l'ultime récit de la future mariée tyrannique qui reçoit son juste retour. Chloé et Marc ont rompu moins d'1 mois plus tard. Apparemment, leur lien n'était pas assez fort pour résister au ridicule public et à la perte d'un acompte de mariage massif et non remboursable. Chloé et Brenda se sont retirées de la vie publique, leur statut social en lambeaux. Mon père a tenté de me contacter à plusieurs reprises. Il a laissé de longs messages vocaux décousus, oscillant follement entre la colère, les supplications et une sorte d'apitoiement pathétique. Il n'a jamais offert une seule fois des excuses sincères, seulement des excuses. Il ne voyait toujours pas son rôle dans tout cela, ne pouvait toujours pas comprendre que son inaction était une action en soi. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je lui ai envoyé un dernier texto. J'ai besoin d'espace. Quand tu seras prêt à avoir une conversation honnête sur les 24 dernières années, et pas seulement sur les 10 dernières minutes, tu as mon numéro. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Quant à moi, ma vie a vraiment commencé. J'ai quitté mon emploi à la banque et j'ai consacré toute mon énergie au manoir de Willow Creek. Je l'ai rebaptisé, rénové et transformé d'un actif patrimonial défaillant en un espace événementiel et un hôtel-boutique de premier ordre et très rentable. Bob est toujours mon directeur général et sa loyauté est absolue. Nous gérons l'entreprise avec une philosophie simple, compétence, respect et absolument aucune tolérance pour l'arrogance. Ma relation avec Sarah est plus forte que jamais. Elle fut ma première invitée officielle au nouveau manoir, et nous avons célébré avec le champagne le plus fin, une bouteille que j'avais personnellement sélectionnée. Je suis heureuse. C'est un bonheur calme et constant, pas le genre bruyant et performatif que Chloé a toujours poursuivi. C'est la paix qui vient du fait de prendre le contrôle de sa propre histoire, de refuser de laisser les autres écrire vos répliques ou définir votre valeur. Parfois, quand je me promène sur le domaine le soir, je pense au choix que j'ai fait. C'était impitoyable, c'était spectaculaire, mais c'était aussi nécessaire.
C'était une déclaration que je ne serais plus le dommage collatéral dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ils pensaient que mon pouvoir résidait dans mon silence, dans ma capacité à endurer. Ils n'ont jamais réalisé que mon véritable pouvoir résidait dans ma patience, mon intelligence, et le fait que je tenais des registres méticuleux. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous sous-estime constamment, qui vous voit comme un personnage secondaire dans son grand drame, laissez mon histoire être un petit rappel. La personne la plus silencieuse dans la pièce est souvent celle à laquelle vous devriez prêter le plus d'attention. Elle n'est pas seulement en train d'écouter, elle est en train d'apprendre, et elle pourrait bien être en train de planifier d'acheter le château.